Ce webinaire de ce soir fait partie de la série des webinaires du RAR qui ont lieu très régulièrement, hein. Il y en a un autre prévu le 16 décembre, si je ne me trompe, euh, sur l'islamophobie. Voilà, donc si vous vous êtes intéressé, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ou sur notre site internet rar.info. C'est très simple. Alors, l'actualité a percuté le sujet de ce soir avec la messe Pétain à Verdun. On salue au passage le maire de Verdun, Monsieur Hazard, Samuel Hazard, et aux manifestantes et manifestants qui ont protesté contre cette messe de la honte, comme on l'a nommé dans le communiqué du RAR. On a beaucoup d'interrogations sur la décision de l'Église, de la hiérarchie de l'Église de Verdun pour d'avoir accepté cette messe. Bon, c'est quand même très étonnant, malgré les mises en garde venant notamment de leurs collègues de juifs, du rabbinat juif local. Et on est même un tout petit peu étonné, ça c'est pour ma part, de l'attitude du préfet qui a attendu que l'affaire se déroule pour porter plainte maintenant euh, sur le négationnisme. Bon, il aurait pu peut-être agir de manière un peu plus proactive avant même que ça se déroule. En tout cas, pour l'association en question et son président, c'est un petit succès d'audience. Ils ont réussi à apparaître, etc., etc. Et à cette occasion, d'ailleurs, il y a tout un débat, entre guillemets, notamment sur la page Facebook de Laurent, que je lis, que je recommande vivement, sur c'est la gauche qui est responsable, qui a donné les pleins pouvoirs à Vichy, mais je pense que Laurent en parlera abondamment. Donc, je lui laisse la place. Après, il y aura une ou deux questions de la part des animateurs de la soirée uniquement, et puis après, place au débat. Alors, la première partie, l'exposé de Laurent est filmé, enregistré, ce qui permettra à des gens de la regarder. Et je vous demande juste que dans le chat, bien sûr, on peut s'en servir, mais de ne pas faire une discussion parallèle dans le chat, pour ne pas troubler l'orateur uniquement, à qui je demande de ne pas regarder le chat. Voilà. Laurent, à toi la parole, s'il te plaît. Eh ben, merci Albert. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Eh ben, si on m'entend bien, je vais partager l'écran, ce qui va me permettre de ne pas voir les discussions parallèles sur le chat. Et comme ça, au moins, c'est... Alors, attendez, comment je fais? Tac, tac, tac. Est-ce que on voit... Est-ce que ça marche? Non, non. Ça marche pas. Je te vois très bien, mais c'est tout. Donc, ça marche toujours pas. Alors, Alors, j'ai autorisé le partage d'écran, ouais, hein. ouais, ben moi, j'ai demandé à le faire. Tac, Bien. voilà. Très bien. Parfait. Ah ben voilà, ben en plus je vous vois. Alors j'ai repris le titre d'Albert. Je me suis pas complètement résolu à mettre juif.fs, voilà, mais l'idée y est entre vérité et complaisance. Donc je vais essayer de pas être trop long parce que tu m'avais dit 45 minutes, mais je vais essayer, même si je vois pas de minuteur de décompte, je vais essayer de faire une grosse demi-heure, pas plus, pour vous donner les grandes lignes de la démonstration que, voilà, enfin, c'est le sujet d'un livre qui est sorti en début d'année qui s'appelle Le savoir des victimes, qui a ce sous-titre Comment on a écrit l'histoire de Vichy et du génocide des Juifs de 45 à nos jours. Alors, c'est un livre qui commence par le commencement, c'est-à-dire le procès Pétain. Le procès Pétain, en deux mots, c'est le procès de Vichy, le procès qu'on attendait. Et c'est un procès qui va un petit peu décevoir l'opinion, parce qu'on va pas tant parler que ça justement de la politique de Vichy.
On va errer un peu dans des débats sur est-ce qu'il y a eu un complot contre la République, la question de l'armistice. Donc il va y avoir comme ça un défilé de témoins qui vont beaucoup parler d'avant et pas du pendant. Le pendant va quand même être un petit peu abordé, mais à la fin du mois de juillet 45, au bout de 15 jours d'une dizaine de jours pardon, d'audience, bon, ben, on commence juste à parler des déportés et on n'entend que deux témoins déportés résistants. Et il n'y a pas de témoins juifs qui vient à la barre. Et le point de départ du livre, c'est la découverte d'un document qui m'avait beaucoup frappé dans les archives de Georges Wellers. Donc vous connaissez Georges Wellers, je ne vais pas vous faire peut-être l'injure de vous le présenter, mais vous savez que Georges Wellers est devenu l'un des grands historiens du CDJC, qu'il était un rescapé d'Auschwitz. Et Georges Wellers, à son retour d'Auschwitz, comme vous le savez, il avait été arrêté pendant la rafle des notables, il avait été interné à Drancy et il avait, alors même qu'il était très affaibli, qu'il était, voilà, il écoutait à la radio, il suivait, il lisait dans la presse le procès Pétain. Et quand il a vu que deux déportés résistants avaient pu témoigner au procès Pétain, il s'est dit, ben, moi aussi, je vais demander à pouvoir témoigner. Et il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre de 4 pages qui est extraordinaire, qui est extrêmement précise sur ce qui s'est passé, sur les responsabilités de Vichy, sur la séparation des enfants, sur le fait que Pétain n'a pas dénoncé ça, qu'il a laissé, qu'il a couvert. Il comprend aussi que l'un des angles et dans lequel que va pouvoir utiliser la défense de Vichy, c'est qu'il y a une réalité, c'est que la majorité des Juifs ont survécu en France. Et il explique ça par la solidarité de la population. Vous voyez, qui retrace comme ça, en quelques pages, il retrace les grandes questions qui continuent à nous interroger 80 ans après. Et cette lettre, il ne l'a finalement pas envoyée. Mais vous voyez, j'avais un point de départ extraordinaire. J'ai le procès Pétain, j'ai cette lettre, et puis, comme vous le savez, durant le procès Pétain, l'un des avocats alors j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi Wellers ne l'a pas envoyé, mais en 2 mots, il s'est pas senti légitime. On lui a dit, vaut mieux pas faire ça. Il vaut mieux que les Juifs ne parlent pas trop de leur malheur. On va essayer d'influencer l'accusation de manière plus discrète. Voilà, donc il a renoncé à sa lettre. Et surprise, à la fin du procès, au moment des plaidoiries, l'un des avocats de Pétain, Maître Izorni, celui qui a pris un peu le dessus sur la défense de Pétain, va utiliser la question des Juifs pour défendre son client en disant, voilà, ça nous ramène à la polémique de ce week-end. Pétain, à Verdun, comme à Vichy, a toujours eu le souci de défendre, de protéger les Français. Et c'est ce qu'il a continué à faire donc face aux Allemands. Et il a protégé les Juifs français, il les a sauvés. C'est grâce et uniquement grâce à Pétain que les Juifs français ont été quasiment épargnés. Certes, il a fallu sacrifier des Juifs étrangers, et c'est bien triste, mais c'était la condition et qui a permis de sauver les Juifs français. Le raisonnement paraît assez logique, on ne connaît pas bien les chiffres, mais on sait que la majorité des Juifs ont survécu en France, on sait que les Juifs français s'en sont mieux sortis que les Juifs étrangers, donc c'est un argument qui paraît convaincant. D'ailleurs, la plaidoirie de Isorni a été très brillante, a marqué les esprits et Pétain a été condamné à une seule voix, à une voix près, à une condamnation à mort avec accompagné d'un avis disant bon, compte tenu de son âge, ce serait bien de commuer cette peine en détention provisoire et c'est ce que le général de Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire, va faire. Ce qui marque à l'époque, c'est que dans les commentaires du procès Pétain, on considère que ce qu'a dit Isorni n'est pas une falsification de l'histoire et est assez juste. Et je finis l'introduction de mon livre en citant Raymond Aron. Raymond Aron, qui donc c'est jeune intellectuel, jeune journaliste, universitaire, comme vous le savez, qui sera professeur de sociologie à la Sorbonne, et puis le fameux chroniqueur du Figaro que l'on connaît. À l'époque, il fait partie
de l'équipe qui a lancé les Temps modernes autour de Jean-Paul Sartre. Et c'est le premier numéro des Temps modernes qui sort en octobre 1945. Et dans ce numéro, il fait un gros article sur le procès Pétain. Et quand il aborde la plaidoirie d'Izorni, il dit ben, c'est vrai, il a raison. On peut même considérer que d'une certaine manière, le statut des Juifs a été une sorte d'écran de protection, que la zone libre a permis de protéger les Juifs et que c'est grâce à cette politique que tant de Juifs ont survécu. Donc je pars de ça pour expliquer qu'il y a une idée reçue. Il y a une idée reçue qui s'impose et qui va dominer pendant une vingtaine d'années. Et donc, tout le propos de ma recherche est de montrer le basculement qu'on connaît. On sait qu'il y a un basculement au tournant des années 70, mais comment ce basculement s'est produit, c'est ces détails-là que je vais vous retracer à grands traits. Alors, avant de revenir sur ces idées reçues, le paradoxe, c'est que il n'y a pas que Georges Wellers comme personne concernée et qui a envie de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Vous avez des gens qui ont perdu des membres de leur famille et parmi eux, vous voyez là trois noms qui sont les trois noms, on va dire, un peu mythiques du Centre de documentation juive contemporaine, Joseph Billig, Léon Poliakov et donc Georges Wellers. Alors, bon, vous connaissez hein, l'histoire du CDJC, fondé dans la clandestinité, qui est destiné à rassembler des éléments documentant la persécution des Juifs en France. Donc, dès le moment de la clandestinité, on est à Grenoble, Isaac Schneerson, un ancien rabbin industriel fortuné qui a été réfugié à Bordeaux, puis ensuite qui est parti à Grenoble. Il était à Paris avant, il fonde le CDJC, il a cette idée d'écrire l'histoire de ce qui est arrivé aux Juifs, aussi dans une perspective qui n'est pas simplement de documenter la grande catastrophe, parce que la grande catastrophe, on ne l'aperçoit pas encore précisément. On sait qu'il se passe des choses graves, on sait que la déportation, c'est sans doute la mort au bout, mais on ne mesure pas à ce qu'on va vraiment découvrir pleinement après 1945, après le janvier et le printemps 45. Et donc, il est encore dans l'idée que ce sera surtout obtenir réparation, la spoliation des Juifs, la persécution dans les camps. Enfin voilà, il est vraiment dans une logique globale et il rassemble comme ça des éléments sur le statut des Juifs, voilà. Et évidemment, quand il prend conscience avec ses amis de ce qu'a été la destruction des Juifs d'Europe, il se dit, ça devient le but de sa vie, et le CDJC doit raconter ça. Donc, c'est plus simplement les Juifs de France, ce qu'ils ont vécu, mais il faut raconter ce qui est arrivé à l'ensemble des Juifs en Europe, victimes de la barbarie nazie. C'est la perspective dans laquelle il se situe, même si, évidemment, la question de ce qui est arrivé aux Juifs en France est importante et centrale, mais il y a vraiment une ambition beaucoup plus large et qui va d'ailleurs se matérialiser une dizaine d'années plus tard par l'édification du mémorial du martyr juif inconnu dont l'idée est lancée avant même Yad Vashem. Les deux projets seront d'ailleurs un peu concurrents. Bref, le paradoxe dont je vous parle, c'est que le CDJC installé à Paris en 1945 va bénéficier de plusieurs coups de chance. Léon Poliakov, que vous voyez ici à droite, à côté de Joseph Billig, qui sont là tous les deux à Nuremberg d'ailleurs en 1946. Léon Poliakov, que Schneerson a connu dans la clandestinité, dans la résistance. Poliakov a déjà travaillé un petit peu pour le CDJC, et à la Libération, il est recruté, il fait plein de Juifs à la Libération, il faut qu'il trouve un travail, il a perdu sa situation antérieure, et donc il est embauché par Schneerson, et il est le responsable du service de recherche.
Et il va taper à la porte du ministère de l'Intérieur avec l'idée, est-ce que vous avez des archives qui concernent la persécution des Juifs? Et on lui désigne, l'histoire est connue, mais je vous la re-raconte. Vous avez peut-être lu L'Auberge des musiciens, les mémoires de Poliakov, il raconte ça de manière très pittoresque. Et il y a un commissaire de police qui lui dit, bah, regardez, il y a une malle, il y a des trucs en allemand. Est-ce que, voilà, si vous lisez l'allemand, ça peut peut-être vous intéresser. Et il se trouve que ce sont les archives des affaires juives de la Gestapo. Donc on a là un fonds exceptionnel, absolument exceptionnel, parce que le service d'Eichmann avait des délégations un peu partout en Europe, et la plupart de ces archives ont été détruites. Et il n'y a que, je crois, en Slovaquie et en France qu'on a conservé des archives de ces délégations du service d'Eichmann dans les autres pays en Europe. Donc c'est un fonds vraiment exceptionnel qui documente les relations entre Paris et Berlin, et puis qui documente toutes les relations entre ce service et puis les autres services allemands, et puis surtout les services de l'administration française, des négociations avec Bousquet, le chef de la police de Vichy, avec d'autres acteurs de Vichy. Donc c'est vraiment un fonds extraordinaire qui va être complété l'année d'après par la possibilité donnée au CDJC par le service de restitution des biens spoliés. Vous savez qu'à la Libération, on répare plus ou moins bien, on répare ce que la politique de Vichy, de spoliation et d'interdiction professionnelle. Et ce service, il est là pour rendre aux Juifs les biens qui ont été spoliés. Mais il y a toutes les autres archives du Commissariat général aux questions juives. Elles ne servent pas forcément à la restitution, donc on les met dans une cave. Et le directeur des archives, le directeur pardon, du service de restitution des biens spoliés dit au CDJC, bah, vous pouvez y aller. Et donc, avec Billig, qui lui est venu au CDJC pour s'informer sur le destin de sa mère, qui a été déportée. Et puis bon, bah, lui aussi, il a besoin de travailler. Il a été prisonnier de guerre pendant 4 ans, 5 ans presque, et il n'a plus de boulot. Et donc voilà, lui aussi a besoin d'un petit salaire, et il est embauché, alors aucun n'a une formation d'historien, hein, et tous deviennent historiens. Tous deviennent historiens, et Billig et Poliakov, et puis quatre autres historiens, historiennes vont comme ça, enfin, sur le tas, vont compulser les archives du Commissariat général de questions juives et faire une sorte de best-of de ces archives, parce qu'ils consultent l'équivalent d'à peu près 1000 cartons d'archives, et ils en gardent l'équivalent d'environ 60-65 cartons, dont ils font des copies. Ils n'ont pas les originaux, mais ils font des copies. Et ils ont là la possibilité d'écrire vraiment l'histoire du commissariat aux questions juives. Donc ils ont vraiment des ressources extraordinaires qui leur permet, l'ensemble de ces ressources leur permet à la fois de valoriser ce fonds auprès des autorités françaises. Et il y a à ce moment-là le procès Nuremberg qui commence, et l'accusation française, elle est un peu démunie, et donc le CDJC va pouvoir lui fournir des billes, mais surtout va pouvoir commencer à écrire une histoire, et une histoire qui se veut scientifique, puisque fondée sur des archives. Donc on voit que on fait de cette manne exceptionnelle, on en fait une prise de position quasiment épistémologique, puisque le CDJC considère que pour écrire l'histoire de la grande catastrophe, il faut partir des archives des bourreaux. Alors évidemment, cette posture, elle est liée à cet incroyable trésor qu'ils ont sous la main, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de les légitimer. Ils sont des gens qui font de la science et qui s'abritent derrière les documents pour écrire l'histoire. Et ça leur donne voilà, un sérieux. Il suffit de regarder les publications. Elles sont vous voyez, très austères. Ce sont des recueils de sources. Ce sont des livres qui sont fondés pour la plupart sur des archives. Comme Billig et Poliakov, mais c'est surtout Billig qui va rester à Nuremberg, ont en plus la possibilité d'accéder à toutes les archives qui sont versées pour l'accusation, les différentes accusations, l'accusation américaine, russe, britannique et française, enfin européenne de l'Ouest de manière générale. Billig, il a une accréditation, et il peut comme ça se promener à Nuremberg et accéder à plein, plein, plein d'archives. Il fait des copies et il envoie ces copies à Paris. Il récupère même les originaux d'un service qui est le service de Rosenberg, qui était l'un des hiérarques de l'appareil d'État nazi. Et donc, il y a comme ça vraiment
connaissance qui va pouvoir se déployer et donner la possibilité à Billig, le premier, d'écrire une première synthèse sur le génocide des Juifs, l'Allemagne et le génocide, plan et réalisation nazie. C'est un petit livre de 100 pages et qui est vraiment très, très fort, très impressionnant, très ardu. Et Poliakov, lui, va faire pas au CDJC parce qu'il considère qu'il faut, voilà, qu'il faut un peu décloisonner. Le CDJC, c'est vraiment communautaire, hein, c'est des ventes par souscription. Et Poliakov dit c'est absurde, il faut essayer de toucher le public non juif. Et il va essayer de toucher le public non juif en publiant chez Kalman Levy, avec une préface de François Mauriac, le grand romancier catholique, un livre qui s'appelle Le Bréviaire de la haine, donc qui est vraiment une allusion à l'antisémitisme chrétien, et donc qui vise à faire prendre conscience le grand public cultivé que le génocide des Juifs a quelque chose à voir avec ce que, à l'époque, c'est les débats sur l'enseignement du mépris, Jules Isaac. Voilà, c'est des questions qui sont les questions d'actualité de l'époque. On ne parle pas trop de Vichy à l'époque, mais il y a ces livres qui existent et qui sont vraiment la base de la connaissance sur Vichy et les Juifs. Alors, je vous l'ai dit, le paradoxe, c'est qu'il y a ce savoir scientifique qui se développe, alors que l'idée fausse dont je vous ai parlé de Raymond Aron, c'est elle qui va vraiment être diffusée dans les ouvrages. Alors, des ouvrages en plus, bon, il y a la fin de l'épuration à la fin des années 40, il y a une sorte de retournement avec la droite qui revient au pouvoir au début des années 50. On a même un ancien pétainiste qui, en 1952, est président du Conseil, il s'appelle Jacques Zorny. On est dans une logique de réconciliation nationale. Donc, les crimes de Vichy, on n'a plus trop envie d'en parler. Et on a une profusion dans les années 50, et cette profusion éditoriale, elle va durer jusqu'à la fin des années 60. Quand vous allez dans une librairie, vous cherchez des livres sur la Seconde Guerre mondiale, sur Vichy, vous avez de bonnes chances de tomber sur des livres révisionnistes. Révisionnistes, et quasi même, on pourrait presque dire négationnistes, parce que dans ce volume que vous voyez à droite, La vie de la France sous l'occupation, donc ça paraît comme ça un peu anodin, c'est publié chez Plomb. En fait, c'est une entreprise falsificatrice du gendre de Pierre Laval, qui, parce qu'il a un carnet d'adresses très large, un avocat fortuné, il connaît plein de monde, et donc il peut faire paraître ce recueil de sources, ce recueil de témoignages plutôt sur la vie de la France sous l'occupation et sur la persécution des Juifs, qui est le grand témoin, c'est René Bousquet, et l'autre grand témoin, c'est Jean Leguet, son ancien adjoint. Et Jean Leguet a d'ailleurs cette phrase, il parle de la rafle du Veldiv, il ne dit pas que c'est la rafle du Veldiv, il dit les Allemands ont voulu arrêter 25 000 Juifs à Paris, nous on s'y est opposés, cette grande rafle n'a pas eu lieu. Vous voyez, c'est ce genre de propos véritablement négationnistes. Et, vous avez aussi les mémoires de Xavier Vallat, qui est le premier, on est vraiment en 57, c'est la première fois qu'on lit ces statistiques mensongères, c'est Xavier Vallat qui invente, et il dit, voilà, 5% des Juifs français ont été déportés, seulement ont été déportés, 95% des Juifs français ont survécu, c'est grâce à Vichy, certes, les Juifs étrangers ont été davantage touchés, mais c'était pour protéger les Juifs français. Donc on voit cette argumentation révisionniste. Bon, vous me direz ça, Amiot Dumont, bon, c'est de la littérature d'extrême droite. Le problème, c'est que ces falsifications, cette vision est répandue partout, dans tout ce que peut lire le grand public cultivé, mais aussi les élèves dans les manuels scolaires. Là, je vous ai cité l'exemple d'un livre, une petite biographie de Pétain en 1964. Vous regardez l'histoire de la France et des Français en fin des années 60, début des années 70, il y a différentes éditions. Vous lisez que quand les Allemands ont réclamé des Juifs, Pétain s'est indigné en vain, que 3000 enfants ont été déportés, enfin que c'est Darky de Pellepoix qui a été à la manœuvre. Bref, on pourrait rentrer dans les détails, j'explique, je développe dans mon livre, mais tout est fait pour minorer ce qui s'est passé. Regardez même cette légende de cette photo à Drancy, où on nous explique que, alors que c'est une photo de propagande, on ne précise pas, leur visage calme, parfois souriant, montre à quel point ils sont ignorants de leur sort futur. Ça, c'est sûr, c'est une photo de propagande. Ils n'ont pas tellement, voilà. Et
on pourrait regarder aussi l'encart sur Pierre Laval, qui est aussi ça, l'Auvergnat madré. Bref, il y a vraiment une forme comme ça, d'aseptisation et de mensonge sur ce qui s'est passé. Alors, je ne rentre pas dans les détails de comment ça a tourné, mais dans mon livre, je propose une date charnière. Cette date charnière, c'est 67. Alors, vous savez qu'en règle générale, on situe plutôt le basculement au début des années 70 avec Le Chagrin et la Pitié et le livre de Paxton. En vérité, ce basculement qu'on connaît, qui est magistralement expliqué dans le livre d'Henri Rousseau, le syndrome de Vichy, moi, je mets la barre un peu plus tôt dans le temps. Il y a un moment qui était passé un peu sous les radars de notre connaissance, de la mémoire de Vichy. C'est le moment 67, avec la sortie de ce livre, la Grande Rafle du Veldiv, et qui est un livre qui vise précisément à rompre le silence et à jeter un pavé dans la mare par rapport à ce que, je cite la préface de Claude Lévy, par rapport à cette irritante falsification de l'histoire. Tout à l'heure, Albert a agité un petit livre que j'ai écrit sur Zemmour, La falsification de l'histoire. C'est un hommage voilà, à cette phrase de Claude Lévy. Et il a vraiment ce sentiment que, alors lui, il a des élèves, il a des enfants qui sont au lycée. Je vous l'ai dit, vous regardez les manuels scolaires. Depuis 1959, pour les classes de lycée de terminale, on parle de Vichy. On nous dit que la rafle du Veldiv a été opérée par les Allemands. Enfin bref, c'est insupportable. Il y a un sentiment du côté des gens qui sont concernés par cette histoire. Claude Lévy, je vous montre ici sa photo. On le verra dans Le Chagrin et la Pitié 4 ans plus tard. Enfin, le tournage a eu lieu en 69. Claude Lévy, ses parents ont été déportés. Ils ont été arrêtés par des Allemands. Il n'est pas concerné, lui, directement par ce que Vichy a fait, mais il voit bien. Il voit bien que le mensonge est partout, que le mensonge est sur les plaques commémoratives, qu'il est dans les livres, et il trouve ça absolument insupportable. Et comme on est encore dans un moment où un juif ne peut pas avancer tout seul pour dire la vérité et essayer de toucher le grand public, il va s'associer avec un ami non juif, résistant, communiste comme lui, Paul Tillard, qui est un romancier célèbre. Donc c'est à la fois la caution résistante et puis la caution aussi de l'homme de lettres connu. Paul Tillard, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'était un écrivain à succès qui a fait des livres marquants d'ailleurs sur la déportation. Et Paul Tillard, en fait, il joue un rôle d'enrobage littéraire. L'enquête est vraiment menée par Claude Lévy. C'est le projet de Claude Lévy. C'est Claude Lévy qui a fait les recherches, qui a trouvé l'angle du livre, qui est l'architecte de ces livres. Et Paul Tillard fait un peu tout ce qui est l'ambiance. Il y a des descriptions de la France de l'époque. C'est un ton très littéraire, très indigné. Et le livre, du coup, se lit très agréablement. C'est un livre qui est vraiment conçu délibérément pour marquer les esprits. D'ailleurs, le choix même du sujet est là pour marquer les esprits. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux Français de ce qu'a été le sort des Juifs. Et on prend la rafle du Veldiv parce que, à travers la rafle du Veldiv, on a tout. On a la complicité d'Ichy, on a la première fois qu'on arrête des femmes et des enfants, on a la séparation des enfants de leurs parents. Enfin bref, c'est le drame, avec le drame dans le drame, qui est donc la séparation des enfants de leurs parents. Donc avec ce sujet-là, vous voyez, il marque un grand coup. Paul Tillard décède d'ailleurs l'année précédente. Paul Tillard meurt en 1966. Donc le livre est vraiment porté par Claude Lévy. Et on en parlait avant de commencer le webinaire avec Albert, dans les archives privées, parce que c'est un travail, l'enquête que j'ai faite et s'appuie beaucoup sur des fonds privés, dans les archives de Claude Lévy, qui sont au mémorial de la Shoah, CDJC, il y a, c'est comme ça que j'ai pu prendre conscience du succès du livre. Le livre se vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'est un des best-sellers du printemps 1967. Il est en tête des ventes dans la catégorie essai. Il reçoit un prix très prestigieux, le prix aujourd'hui. Et surtout, il y a une presse du feu de Dieu. Et cette presse
elle est, vous voyez le titre du nouveau Candide qui va publier les bonnes feuilles avec des dessins illustrés par Cabu et, euh, et des dessins qu'on a montrés. Je ne sais pas si vous avez vu Oui. l'exposition qui a eu lieu il y a quelques années, il y a 3 ans, au Mémorial de la Shoah, de ces 16 dessins extraordinaires de Cabu. C'est devenu une exposition. Et c'est le nouveau Candide, c'est un magazine qui était jusqu'à présent, on pourrait presque le qualifier d'antisémite, parce que le nouveau Candide avait lancé l'affaire du bouquin de Perfit sur les Juifs, Roger Perfit, un peu Alain, avait lancé l'affaire Treblinka de manière assez crapoteuse. Et là, en 67, tout d'un coup, on se rachète. Le juif, c'est un bon filon, ça fait vendre. Mais là, maintenant, on va le vendre sur le côté sensationnel, sur le récit caché aux Français, la grande rafle des Juifs de Paris. Donc ça, c'est le nouveau Candide, mais quand vous lisez la presse, on va dire de gauche, Le Monde, mais surtout l'Express, l'Express c'est le grand magazine encore à l'époque, hein, c'est pas l'Express d'aujourd'hui, la Croix, enfin bon, les grands intellectuels se positionnent, comme on dit aujourd'hui, Jean-Paul Sartre, Jean-François Revel, Jacques Duquesne, il y a vraiment, et avec cette idée, on ne savait pas tout ça, c'est quand même la honte, on a honte d'être français, regardez ce qui s'est passé, et donc il y a là une connaissance des crimes de Vichy, avec notamment le rôle de Laval, le fait qu'il ait dit qu'il ne s'intéressait pas aux Français, vous voyez, ce document qui est dans les archives de la Gestapo, hein, ces fameuses archives de Lamal que Poliakov a découvertes. Tout ça, le grand public, je ne dis pas que c'est tout le monde qui a lu ce livre et tout le monde qui s'y est intéressé. Parce que, bon, après, vous avez la guerre des 6 jours, vous avez mai 68, bon, il y a eu l'actualité a été très chargée, mais il y a un moment qui prépare véritablement tout le reste et sans lequel d'ailleurs le reste n'aurait peut-être pas, se serait pas déployé de la manière dont ça s'est déployé, puisque c'est précisément ce livre et qui donne l'idée à Marcel Ophuls d'intégrer dans le projet qu'il a de raconter l'histoire d'une ville française. Le choix s'est porté, comme vous le savez, sur Clermont-Ferrand, donc c'est une ville française avec des résistants, avec ces gens ordinaires, c'est pas très glorieux, vous connaissez le chagrin et la pitié, et c'est peut-être étonnant de voir que dans le chagrin et la pitié, tout d'un coup, on nous parle de la persécution des Juifs, ça n'a plus rien à voir avec Clermont-Ferrand, on parle de Paris, on parle de la déportation des Juifs, et il y a Claude Lévy qui est interrogé dans son cabinet, il est médecin, et, euh, et il est là pour être l'espèce de grande parenthèse qui nous dit à quel point Vichy a été criminel. Et il reprend les arguments de son livre, et d'ailleurs il dit, voilà, il y a des mensonges dans les manuels scolaires, c'est une page sombre, on n'en est pas fier, et c'est pour ça qu'elle est occultée. Bref, il est, il est celui d'un ton très calme, qui proclame la vérité avec un montage habile, le menteur, le falsificateur, celui qui défend Vichy, le gendre de Pierre Laval, René de Chambrun. C'est l'une des scènes les plus marquantes du chagrin et la pitié. Donc à partir de là, 71, ben là on rentre dans dans un, un récit qu'en gros vous connaissez, mais que j'ai documenté par des sources, par des sources nouvelles, qui est celle qui va voir cette nouvelle vision de Vichy, centrée sur les crimes antisémites, devenir d'abord consensuelle et ça qui est frappant, consensuel dans les grands médias, dans l'université. Enfin, il y a une sorte d'harmonie qui se crée dans les années 70, pardon, entre eux. Je suis passé rapidement sur Henri Michel, comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui intègre hein, le savoir du CDJC dans son travail. Et ça va aboutir à un grand colloque à la fin des années 70. Vous avez tout le monde, vous avez l'ancienne génération, Billy Guéla, VLRC là, voilà, Klarsfeld est là, Paxton, Marius, tout le monde est là. Grand colloque au Sénat, qui est donc parrainé par le CDJC, donc un consensus qui s'établit vraiment, pour moi, la 81, dans mon livre, je considère que c'est la date ultime
c'est le moment, c'est le summum de ce consensus, parce qu'un livre comme Vichy et les Juifs de Marius et Paxton, c'est-à-dire je raconte comment Paxton a été amené à écrire ce livre, et, et c'est absolument décisif qu'un éditeur qui s'appelait Roger Herrera ait eu l'idée de confier à Paxton, qui était encore pas du tout connu en France, c'était avant la France de Vichy, qu'il a l'idée de lui confier l'écriture d'un livre sur Vichy et les Juifs. Et c'est Le chagrin et la pitié qui lui donne l'idée. C'est la séquence avec Claude Lévy. Enfin, vous voyez que tout s'enchaîne depuis 1967 et on arrive à ce livre qui, contrairement à la France de Vichy, France de Vichy en 73, vous le savez, elle a fait sensation. Ça a été une controverse. Ça a été, Vichy et les Juifs ne fait absolument pas polémique. Personne ne critique ce livre. Même un pétainiste dans Le Figaro, Alfred Rabelus, est obligé de quasiment s'incliner. Donc c'est le summum du consensus avec, c'est là où on en arrive à ce que je vous décrivais tout à l'heure, les historiens grand public. Je suis passé très, très rapidement, hein, parce qu'il y a d'autres noms que je ne vous ai pas cités, comme Robert Aron, évidemment, l'histoire de Vichy. Il y a Jean-Raymond Tournon, Henri Amouroux, enfin, voilà, des gens qui faisaient dans les années 60 des livres sur l'occupation, sur Vichy, et qui proposaient une version un peu soft de falsificatrice. Et ben, en 81, en parallèle de Vichy et les Juifs, vous avez un volume qui sort de Henri Amouroux, de la grande histoire de la France sous l'occupation. Ce volume s'appelle Les passions et les haines. Et quand vous lisez les pages sur la persécution des Juifs, on est quasiment dans du Paxton, on est quasiment dans du Billig. Donc il y a vraiment un ralliement, y compris de ces gens qui ont une influence sur le grand public cultivé. Parce que le grand public cultivé, il a beau lire la presse, s'informer, Vichy et les Juifs, c'est 8000 ventes. Les passions et les haines de Henri Amouroux, c'est 250 000 exemplaires vendus. Donc on voit que le très grand public cultivé est maintenant en mesure d'avoir des informations valables, et scientifiquement, le savoir du CDJC, qui était confidentiel dans les années 40, ben, est devenu ce que le grand public cultivé connaît, c'est sur la persécution des Juifs et sur la politique de Vichy. Alors, pour avancer vers la conclusion, il y a quand même un dernier moment dans mon travail, qui est celui des années 80-90. Même si je vais jusqu'à nos jours dans l'épilogue, la fin de l'histoire, en gros, c'est quand même le procès de Papon en 1997. Et pour arriver de 81 à 97, vous allez avoir le procès d'un haut responsable, enfin, qui était secrétaire général de préfecture dans la Gironde et qui avait été voilà, Papon, comme vous le savez, a contribué à la déportation de 1600 juifs de la région de Bordeaux. Ces 16 années, elles ont été traversées de controverses mémorielles très, très, très violentes. Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le consensus auquel on est arrivé en 1981, c'est un consensus qui est moral d'abord, qui est scientifique, qui est historique, qui est, qui est, qui est, qui n'est pas judiciaire. Et il y a un homme qui, vous voyez, qui est militant. Vous connaissez Klersfeld, je ne vais pas vous refaire la biographie de Klersfeld, vous la connaissez. Mais Klersfeld, qui commence au début des années 70 à militer pour que alors il est l'époux, comme vous le savez, de Beat Klersfeld, et, on est là d'abord pour lutter contre l'impunité des criminels nazis, mais à partir de 72, et ce moment symbolique, c'est pour ça que j'ai mis cette photo en couverture de mon livre, même si j'ai retenu que Klersfeld, parce que voilà, c'est la photo cadrée sur Klersfeld est évidemment très forte, puisqu'il tient un livre de Joseph Billig, qu'on est en 72 aux funérailles de Xavier Vallat. Donc c'est vraiment, ça illustre ce basculement mémoriel, hein, très, très, très nettement. Sauf que Billig, c'est un héritier du CDJC, mais lui, en plus, il veut obtenir justice. Et c'est là où il va être en porte-à-faux avec pratiquement tout le monde. C'est que pour tout le monde, sauf Klersfeld, il n'y a pas besoin d'avoir plus que ce qu'on a obtenu en 81. Mais Klersfeld, ça ne lui suffit pas, et il va mener donc un combat qui est personnel avec le soutien de son association, mais c'est peu de gens, hein, autour de lui. C'est quelqu'un qui a toujours été un franc-tireur, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui. C'est toujours quelqu'un qui a pensé voilà, de manière personnelle.
les différents sujets sauf qu'à l'époque, il travaillait vraiment sérieusement ce qu'il faisait. Et donc là, Klarsfeld, il se documente de manière très approfondie et il constate qu'il y a quand même un gros problème, c'est que deux personnages très importants, je vous en parlais tout à l'heure, Bousquet et Le Guet, sont passés à travers les mailles du filet de l'épuration. Alors certes, Bousquet a été jugé en 1949, mais il a été acquitté, alors même que son dossier était garni de preuves accablantes sur sa responsabilité dans la déportation de Juifs. Donc il trouve ça insupportable. Et l'adjoint de Bousquet, Le Guet, lui, n'a pas été condamné. Il a juste été renvoyé de l'administration. Il n'a pas eu d'affaire de procédure judiciaire. Ces gens-là, à la fin des années 70, sont encore jeunes. Ils n'ont même pas 70 ans. Bousquet et Le Guet, ils étaient jeunes hauts fonctionnaires sous l'occupation. Et donc, c'est ces deux cibles. Et donc, tout le travail historique de Klarsfeld, qui est à la fois un héritier du CDJC, qui va reprendre les mêmes archives que le CDJC, qui va faire un nouveau livre. Donc, d'abord, le Mémorial de la déportation des Juifs de France, qui est un livre avant tout mémoriel, où il liste les 75 000 Juifs déportés de France. Et il fait un livre, Vichy-Auschwitz, qui est construit comme un livre de science, mais un livre de science à visée judiciaire. Ça, personne n'a fait ça avant lui. Personne n'a eu cette idée de combiner comme ça à la fois travail scientifique et démonstration qui est l'équivalent d'un réquisitoire. Il le dit, ce livre est mon réquisitoire. Et ce combat-là de Claircel va du coup entraîner une sorte d'incompréhension d'une part des historiens. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai trouvé plein de fonds privés où je raconte un peu les petites guéguerres entre les historiens académiques et Claircel, mais retenez que l'harmonie qu'il y avait dans les années 60-70, parce qu'il y avait une vraie harmonie entre les universitaires, Henri Michel, Caspi et les militants de la mémoire, cette harmonie est rompue dans les années 90 parce que Klarsfeld a du mal à avancer dans ses procédures, dans ses affaires judiciaires. Et pourquoi il a du mal à avancer dans ses procédures judiciaires? Parce qu'il y a une personne, dont je ne sais pas encore citer le nom, François Mitterrand, qui bloque, alors ça j'ai trouvé des preuves, on pourrait en parler tout à l'heure dans les questions, mais qui bloque très clairement, qui ne veut pas de procès, qui ne veut pas ce procès de haut responsable de Vichy, il ne veut pas de procès Bousquet, il ne veut pas de procès Le Guet, il ne veut pas de procès Papon, qui sont les trois grandes procédures qui vont être lancées. Et il en veut d'autant moins que, comme vous le savez, il a été à Vichy et que, comme vous le savez aussi, il a été, après la guerre, un ami de René Bousquet. Il est resté ami avec René Bousquet. On sait que jusqu'en 86, René Bousquet vient encore à l'Élysée de temps en temps déviser avec Mitterrand. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez cette histoire, mais retenez ce climat qui va être tout à fait détestable et qui explique. Alors, bon, il y a l'affaire du fichier juif, il y a plein d'affaires, mais ne rentrons pas dans le détail de ces affaires. Retenez juste que cette écriture scientifique et mémorielle de l'histoire qui avait cheminé de manière harmonieuse s'est rompue. Les universitaires, d'un côté, les militants de la mémoire, de l'autre, sont dans des sphères qui sont rivales. Et au moment du procès Papon, bah, il y a une ambiance qui n'est pas excellente et qui permet de comprendre pourquoi voilà, il va y avoir une sorte de guéguerre entre différentes parties. Mais la conclusion de tout ça, c'est que, et c'est très frappant, c'est à quel point finalement les distinctions entre la mémoire, la justice, l'histoire, en fait, on se rend compte que ça ne tient pas tellement et que le procès Papon, c'est véritablement le point d'aboutissement de ce que j'appelle le savoir des victimes, c'est-à-dire de victimes qui veulent écrire leur histoire et qui, pour ça, utilisent les armes de la science. Et c'est ce qu'a fait Klarsfeld. Et le procès Papon, c'est vraiment le point d'aboutissement de ça, parce que dans la logique de Klarsfeld, qui est militante, mais qui est aussi celle d'un historien, un Papon ne pouvait pas être condamné à une peine qui aurait été celle qui aurait dû être infligée à Bousquet, parce qu'il est bien en dessous des responsabilités il n'a pas cette place-là, c'est un comparse, comme dira Arnaud lors du procès. Il a des responsabilités moins grandes, son rôle est moins clair que celui de Bousquet et de Le Guet. C'est pour ça que, en quelque sorte,
Klersfeld et son fils vont plier la logique judiciaire à la vérité historique. Et ils vont d'ailleurs être les seuls à demander, alors vous savez bien qu'un avocat n'a pas le droit de demander une peine, mais il va, Arnaud, fortement suggérer une peine intermédiaire. Et tous les autres parties civiles, avocats, seront vent debout contre cette suggestion faite aux jurés. Et finalement, ça va rendre service aux jurés parce que le tout ou rien, le crime contre l'humanité, c'est le crime des crimes. Ben ça, c'était un argument qui a été mobilisé par la défense évidemment de Papon en disant ben, le crime contre l'humanité, on ne peut pas donner une peine intermédiaire, donc vous devez acquitter mon client. Et ça s'est joué à peu. Dans le livre, j'explique, grâce aux archives que m'a confié l'un des 3 juges assesseurs du procès, qu'il a fallu 12 tours de vote pour arriver à cette peine qui a un peu surpris à l'époque de 10 ans de prison pour complicité d'arrestation et de séquestration arbitraire. Et c'est vraiment ce verdict, parce que malgré tout, c'est une condamnation pour crime contre l'humanité, donc les Klersfeld ont gagné, et c'est vraiment le triomphe du savoir des victimes, et de ce moment, ce que j'appelle de ce moment Klersfeld. Voilà, je m'arrête là pour vous laisser me poser quelques questions. J'avais dit que je ne parlerais pas trop longtemps, puis finalement, j'ai fait 45 minutes en fait, pile Ben poil. voilà, Voilà, comme prévu. Mais comme prévu. tu peux continuer, hein, Laurent, on t'écoute avec grand plaisir. Vu le récit que tu développes, Bon, non, mais c'est gentil, mais moi j'ai surtout envie de vous entendre aussi ok. parce que Alors, sinon. privilège de l'animateur, si je puis dire. Question. Euh, D'abord, retour sur Papon, il faut quand même rappeler à propos de Papon que certes, il a été condamné à 10 ans, mais qu'il les a quasiment pas faites, puisque grâce à une expertise médicale complètement bidon, qui a déclaré qu'il était grabataire et qu'il allait mourir, il est sorti de prison très vite, avec hélas le soutien à l'époque de Badinter et du MOAP. Il est sorti de prison, il est rentré chez lui, où il a vécu tranquillement pendant 5 ou 6 années après son procès. Après, bon, voilà. Ça, c'est au passage sur Papon. Moi, j'ai une question à te poser, enfin 2 questions. Première question, quel effet ça fait à un historien comme toi euh, d'être tout le temps plongé dans cette, entre guillemets, boue du pétainisme, de la déportation, euh, de, euh, de toute cette malfaisance. C'est un peu en parallèle avec tout le discours d'Olivier Manoni qui explique à propos de la nouvelle traduction de Mein Kampf à quel point il a besoin parfois de s'aérer l'esprit en s'occupant d'autre chose pour ne pas sombrer pas la dépression, mais enfin quelque chose qui submerge. Comment est-ce que tu réussis? Et peut-être à cette occasion, tu nous parles aussi de ton livre sous ta direction de Vichy, la dictature. Et ben, puisque tu me poses des questions d'abord sur mes loisirs, Non, non, je vais te. Non, je rigole. Non, mais moi, ma soupape, c'est la musique populaire brésilienne, le jazz. Voilà, je suis un fanat de musique et ça me rend heureux, joyeux. Et donc, je suis comme toi, je suis un médecin et c'est voilà, c'est un travail. Et il y a la satisfaction j'espère, de faire du bon travail, de dire la vérité, et puis de lutter contre des gens malfaisants. Et voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, et donc ça me déprime pas du tout. Voilà. Et, et, alors, puisque tu m'invites à parler alors je l'ai pas sous la main, moi, de, il est là, il est là. de mon Vichy. Voilà, c'est un livre qui est vraiment la chose que je voulais faire depuis très longtemps. Je ne me sentais pas de taille de le faire tout seul. Je me disais, pour faire un nouveau Paxton, parce qu'une histoire politique de Vichy qui aille encore plus loin, parce qu'on a reproché à Paxton de ne pas d'avoir négligé l'action de l'opinion, donc qui intègre bien l'action de l'opinion en permanence,
et qui soit fondé sur des archives de première main. En fait, un livre sur Vichy fondé sur des archives de première main, il n'y a que Paxton, hein. Les autres, il y a des grandes synthèses qui existent, mais qui sont plus ou moins satisfaisantes. Donc, un truc pareil, il fallait être à plusieurs. Et c'est donc à la fois un livre qui est très personnel parce que j'ai vraiment énormément mis de moi, mais qui est une entreprise collective. On est une dizaine, on est 11 exactement à l'avoir fait, les meilleurs spécialistes, ceux qui ont travaillé sur le sujet depuis très longtemps. Et je l'ai vraiment conçu comme un récit. Ça se lit, on se passe le bâton comme une course de relais et il y a un fil rouge avec des grands témoins. Enfin voilà. J'en fais la pub de manière éhontée. C'est bientôt Noël. C'est un beau cadeau de Noël à offrir parce qu'il y a un joli cahier photo. C'est une très belle édition de Talendier. Voilà, avec des éléments inédits et nouveaux sur la politique anti-juive de Vichy. Parce que parfois on me dit, parce qu'il y a deux questions qu'on me pose parfois. On me dit, est-ce que vous faites que ça? C'est un peu sinistre. Ou alors, il n'y a plus rien à découvrir sur Vichy. Pourquoi, depuis 25 ans, vous n'avez pas autre chose à faire hein, parce que vous devez avoir fait le tour. Ce qui est fascinant, c'est qu'on trouve toujours des choses nouvelles. Et dans ce livre, il y a le chapitre que j'ai écrit que j'appelle le crime. Eh ben, j'ai exploré deux voies qui n'avaient pas été explorées sur le moment de l'été 42. C'est d'abord la résonance internationale de, de, de ce crime. Ça, c'est un aspect que je n'avais pas tellement exploré, qui n'a pas tellement été exploré, étudié que ça, notamment grâce aux archives de René Cassin. J'ai découvert plein de choses sur comment à Londres on a traité ça. Et donc, du coup, dans les archives de René Cassin, il y a plein d'éléments sur comment les différentes diplomaties dans le monde entier ont réagi, la presse internationale. Enfin, j'ai trouvé plein de trucs. Et ça, c'est le premier volet, mais le volet le plus intéressant, parce que ça fait longtemps que l'idée me trottait dans la tête, c'était d'explorer une zone grise, enfin inaperçue plutôt, qui était celle mais au-delà de Pétain, de Laval, de Bousquet, donc ceux qui ont pris les décisions et qui les ont couvertes, puisque Pétain a validé hein, la politique criminelle de Laval et de Bousquet, tout ça c'est connu. Mais les autres ministres, ils en ont pensé quoi? Et, et dans les cabinets ministériels, dans l'entourage de Pétain, on en a pensé quoi de ce qui se passait? Et là, j'ai trouvé plusieurs journaux privés, intimes, du général Bridoux, qui était ministre de la guerre ou de la défense, je ne sais plus comment il était, le général Brécard, qui était proche collaborateur de Pétain, Grand Croix de la Légion d'honneur, et surtout le journal intime du directeur du cabinet civil de Pétain, André Lavagne. Et là, on voit qu'il y a quasi une ligne de partage au sein du gouvernement. Il y a des gens comme Bridoux qui se mettent dans les éléments de langage de Laval, qui sont voilà, des collabos qui ne veulent pas regarder la réalité et qui s'abritent derrière ces éléments de langage mensongers, et puis d'autres qui se posent des cas de conscience. Il y a Lavagne, mais je peux encore citer d'autres noms, et Lavagne, dans son journal intime, a bien conscience qu'il s'agit d'un crime. Et ça, c'est très important, ce genre de source, parce que on dit toujours, ah mais oui, mais vous projetez sur 42 des choses d'après coup, c'est anachronique. Ben non, vous lisez le journal d'André Lavagne. André Lavagne nous parle d'une complicité, écrit que la France prend sa part, écrit que la France se déshonore, que Pétain est déshonoré par Pierre Laval, que ce qui se passe est insupportable. Enfin, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'André Lavagne, après la guerre, quand il va témoigner au procès Pétain, il dira plus ça. Hein. Il est seul face à lui-même, face à sa conscience. Puis après, il va être comme les autres et il va reprendre l'idée du bouclier. Là, on a sauvé les Juifs français, mais d'où l'intérêt de toujours se fonder sur les archives de l'époque. Et d'ailleurs, le livre qu'on a fait, le livre sur Vichy, c'est un livre qui n'est fondé que sur des sources d'époque. Ça, vous me direz, c'est logique, les archives de l'État. Mais tous les témoignages que l'on cite sont des témoignages sur le moment, qui sont purement authentiques. Ça n'a pas été retouché après la guerre et ce ne sont pas des mémoires de gens qui écrivent dans les années 50 à combien ils ont été des grands résistants et combien ils ont voilà, ou qui se justifient en disant bah, et qui aseptisent. Et ce qui est frappant dans ces témoignages bruts du moment, c'est là on n'aseptise pas. Là, on est vraiment face au crime, face à la transgression, face au caractère absolument insensé et exorbitant de ce que ce vilain bonhomme, René Bousquet, a fait avec Pierre Laval à l'été 42. Voilà, c'était la publicité, le quart d'heure publicitaire pour Vichy, Histoire de dictature 40-44, Talendier.
Est-ce que, avant qu'on prenne d'autres questions, hein, bien sûr, je ne vais pas monopoliser la parole, tu as fait une allusion tout à l'heure à Mitterrand. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Euh, on sait à quel point il a essayé de bloquer, de retarder euh, les différents procès, à quel point c'est Kejman et d'autres ont joué un rôle tout à fait négatif là-dessus. Mais au-delà de l'idée, pas de procès, pas rouvrir les plaies, il y a quand même une ligne de conduite qui se doublait quand même de l'hommage à Pétain chaque année. Tout à fait. Alors là, ça nous fait rentrer dans une dimension qui est celle de la psychologie complexe de François Mitterrand, qui était dans le en même temps à l'époque. Et ce qui a d'ailleurs rendu fou les gens, ce qui a rendu la chose insupportable, c'est que d'un côté, il fait le choix de systématiser ce qui était absolument exceptionnel, c'est-à-dire qu'on honore par un dépôt de gerbes sur la tombe du maréchal Pétain, ce qui était absolument ponctuel, ce qui n'était arrivé que 3 fois avant 1986. Donc il le fait pour le 70e anniversaire de Verdun. Et puis chaque année, il le fait. Il le fait en 87, il le fait en 88, il le fait en 89, il le fait en 90, il le fait en 91, il le fait en 92. Et en 92, ça pète parce que c'est insupportable. Voilà, donc on a cet homme-là qui d'un côté rend hommage à Pétain et qui de l'autre est dans le déni absolu des crimes de Vichy et même donneur de leçons, agressif, et ne comprend pas. Et vous voyez, je monte la couverture de cette enquête magistrale du journaliste, j'oublie son prénom, Éric Conan, Eric, pardon, Éric Conan dans l'Express. Et ben, quand cette enquête sort, elle fait sensation. Et Pierre Jox, qui est, je ne vais pas dire de bêtises, à l'époque ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense, je crois qu'il est ministre de l'Intérieur, il écrit à Mitterrand, ça c'est un scoop du livre. Quand j'ai découvert ce document, j'étais comme un fou. Et c'est dans les archives d'un des conseillers de Mitterrand que j'ai vu au Archives nationales. Et Pierre Jacques écrit, vous voyez, on ne peut plus. Donc il est très, très méthodique dans sa démonstration. Il explique ce que l'article révèle. Et à la fin, il dit, sans le dire aussi brutalement que je vais vous le dire, on ne peut plus continuer à bloquer l'affaire Bousquet. Voilà, donc on voit que dans l'entourage de Mitterrand, il y a des gens qui réagissent. Attali lui fait aussi une lettre. Badinter, on sait aussi, a été très, très choqué de ça. Et donc, il y a vraiment chez Mitterrand, je pense que pour conclure, je pense que ça lui était insupportable d'être associé au crime de Vichy. Je pense que Mitterrand n'est pas antisémite, mais il est à Vichy à l'été 42. Voilà, il n'a pas encore commencé à basculer du côté de la résistance, mais il le fera à la fin de l'année, comme plein de gens, après novembre 42, le débarquement allié en Afrique du Nord. Et la simple idée qu'il peut avoir des liens avec des gens qui ont commis ce crime-là, voilà, il est dans. C'est trop pour lui. Voilà. Donc je pense que c'est la cause essentielle de son déni. Après, il va dire, je suis dans la tradition gaulliste, machin, la République n'a pas de compte à rendre, mais c'est des arguments spécieux. Personne n'a demandé à la République de s'excuser pour l'État français. C'est juste le président de la République qui reconnaît qu'il s'est passé quelque chose, que c'est la haute fonction publique, celle de la France, qui a servi ce crime. C'est en gros ce que Chirac fera juste après le départ de Mitterrand. Donc Mitterrand a vraiment joué un rôle de blocage dans plein de choses. Si Mitterrand avait eu une attitude à peu près saine, par rapport à Vichy, on aurait eu des procès plus tôt. On n'aurait pas eu besoin de ces grandes. C'est parce que ça a été pathologique en début des années 90. Hein. Et il n'y aurait peut-être même pas eu besoin du discours de Chirac en 95. Ce serait peut-être même pas été une demande. Et voilà, donc dans le livre, j'explique qu'en fait, il a rompu ce qui était un processus naturel, que Klarsfeld a continué. Et peut-être que les procès se seraient passés sans ces heures auxquelles ils ont. Enfin, c'est pas si sûr que ça, parce que mettre en cause quand même la haute fonction publique, voilà, il y aurait eu d'autres blocages, mais en tout cas, c'est Mitterrand qui a été le blocage.